personnellement, j'ai jamais vu de leader de parti politique s'attaquer à sa députation. S'attaquer à ses... En quelque sorte, ça a été la déclaration de guerre envers les députés qui ont un peu poussé à la démission, c'est ça? Oui, exactement. Les boys. Ils démissionnaient tous. C'est ça, exact. Les boys, tant qu'à ça, on commence. Oui, c'est fait dire. Il semble que t'es bien parti. OK. Que... Ben, allons-y. Et si quelqu'un embarque, essayez de... Attends, est-ce que vous avez tous les deux le pouvoir? Es-tu admin, toi aussi, Nick? Ah, ben oui. Voyez qu'il se rend compte que quelqu'un embarque, tu sais, dans le fond, pour être sûr que n'importe quel jambon vienne pas dire des sites, fait juste le faire remarquer, puis voilà. C'est bon, on ouais, va, ben, je on vais va voir. puis on lui parlera d'un message. Ouais. Ouais, plus que 3 ou 4, ça devient bordélique, fait qu'on maintient ça au plus bas niveau. C'est bon. Le sujet, c'est Martine Ouellette, c'est le départ de Martine. Fait que, on va parler de Martine Ouellette des compagnies, ce soir. Donc, là, je vais essayer de comprendre autant à l'interne que, en fait, dans le mouvement souverainiste en général, de comprendre ce qui se passe un peu avec la réalité, autant du terrain qu'au niveau idéologique. Fait que, voilà, dans ce cas-là, ILG sont là pour en discuter. Mais toi, tu penses-tu, comme ça a été dit dans les médias, là, que c'était sur un fond de les pressés contre les pas pressés, là? C'est-tu ça, là? C'est ce que j'ai l'impression de ce qui s'est dit, mais vas-y, Nick, tu vas peut-être pouvoir nous en dire plus. En fait, c'est ça. Il n'y a pas une question de pressé, pas pressé. La preuve étant qu'il y avait 2 questions au référendum. La première, c'était à savoir si les gens voulaient faire de l'indépendance la priorité numéro 1 du Bloc. Puis ça a été assez clair que oui, c'était pas à faire ça. Puis ça a toujours été pas mal le mandat du Bloc en partant. En 91, quand Lucien Bouchard a fondé le Bloc, il a carrément dit en plénière que le Bloc allait être fondé puis allait disparaître le jour où l'indépendance du Québec était accomplie et pas avant. Donc, il a dit que c'est un parti temporaire, oui, mais c'est un parti qui a un but précis. Fait que, on a juste... Ça a été remis de l'avant dans le premier référendum, puis c'est quelque chose que Martine Ouellette ramenait dans le Bloc comme étant une priorité. Jusque-là, s'il n'y a pas de problème, les gens embarquent. Fait que, tu sais, de dire que c'est des pas pressés, c'est bizarre, parce que les mêmes pas pressés ont mis... ils se sont mis pressés pour la première question, mais en même temps, ils ont mis Thomas Martine, la même personne qui les accusait de ne pas être pressés. Fait il y a quand même quelque chose d'assez ambigu dans cette position-là. Puis, comme je vous l'ai dit au départ, c'est pas vrai que le parti, c'est pas des pas pressés, c'est-à-dire des attentistes. Mais tu sais, c'est quand même, c'est Martine, elle l'a dit. Je pensais que c'était juste comme les médias qui avaient sélectionné ce bout-là, mais elle l'a vraiment dit ça, là. Oh oui, elle a dit ça, puis elle l'a répété souvent. Ouais, c'est pas la première fois qu'elle le répétait devant les médias. En fait, c'est probablement la première personne, en fait, depuis longtemps, qui ramenait de l'avant le débat entre caribou et attentistes, comme si c'était un débat nécessaire aux indépendantistes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont plutôt parler des intérêts des Québécois en premier lieu, puis qui vont parler de l'indépendance comme étant un élément subordonné à ça. De dire que, d'une manière ou d'une autre, dans l'intérêt du Québec, l'indépendance en fait partie. Fait qu'on va mettre ça comme option numéro 1, parce que ça en fait partie. C'est pas mal la position de la plupart des démissionnaires. Puis d'un autre côté, tu as ceux qui sont là, non, on va parler d'indépendance, puis on se fout du reste. Et ça, c'est peut-être le gros problème, parce que ça marque la crédibilité complètement quand vient le temps de parler d'économie, vient de parler de structure, vient de parler de péréquation, d'immigration. Ça, c'est il n'y a pas de projet, c'est clairement établi. Il n'y a pas de plan à ce moment-là, quand il arrive dans ces sujets-là. Bon, la première réponse, tu dis, écoute, le Québec serait capable de gérer ça bien mieux si on était indépendant. Ça, c'est la première question. Fait que tu dis, oui, on fait la promotion de l'indépendance, mais maintenant qu'on n'est pas un pays encore puis qu'on n'a aucun parti à l'Assemblée nationale qui va faire écho à ce projet-là, on va parler maintenant des solutions immédiates qu'on peut emmener pour les Québécois. Puis ça, c'est la position des attentistes, en parenthèse. C'est pas, ça a pas mal été toujours ce qu'a fait le Bloc. Jusqu'en 2011, quand ils ont mangé le volet face à Stephen Harper, face à la vague orange plutôt, là. Parce qu'on dit que c'était rendu trop une question de défendre les intérêts et pas assez d'indépendance. Puis il y avait aussi le fait que tant qu'à défendre les intérêts du Québec et de ne pas parler d'indépendance, n'importe qui d'autre peut le faire. Ça, c'est une illusion. On pourrait rentrer dans le débat par là-dessus. Moi, j'ai relancé ça en disant, vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce qui s'est passé en fin de semaine?
à savoir, est-ce que vous pensez que le Bloc a fait une bonne chose, c'est de tirer une balle dans le pied, ou on va voir avec l'évolution tranquillement? Écoute, c'est une bonne question. Écoute, moi je suis pas au Bloc, mais d'un point de vue externe, c'est sûr que j'ai plutôt l'impression que là on met un peu de pain à la mascarade. Ce qui est dommage, c'est que ça démontre l'instabilité au sein du parti. Il y a eu plusieurs changements de chef en peu de temps. Il y a eu Mario Beaulieu qui était malheureusement pas l'homme de la situation, très peu charismatique, très limite dans ses propos. Moi, personnellement, il ne me donnait pas l'impression d'être un grand leader. Peut-être un homme politique intelligent, un espèce de Stéphane Dion, quelqu'un de très intelligent, mais très peu doué sur le terrain. Je trouve qu'il avait l'air d'un mon oncle. Ça étant dit, c'est dommage. Moi, personnellement, d'un point de vue externe, je trouve que ça a fait un gros show. Ça a été dommage pour ça, parce que ça a miné la crédibilité du parti en tant que tel. Là, ils ont fait un référendum parce que Martine Ouellette, suite au départ des 7 députés, le 3 mois, justement, elle avait dit à Tout le monde en parle qu'il allait avoir un vote de confiance, mais en mai 2019 seulement. Fait que là, ça a comme été devancé de quasiment un an, puis on voit ce que ça a donné comme résultat. 32% d'appui, c'est très peu. Gouvernements qui sont élus avec un petit peu plus que ça, fait que on voit ce que ça donne aussi, mais quand même, 32%, c'est pas gros. Non. Fait qu'en tout cas, bon. Non, mais que je suis quasiment. Je suis très, très, très déçu de voir les députés démissionnaires agir de cette façon-là. Personnellement, je me dis, tu suis chef, quand tu te bats pour une cause qui t'est supérieure et que tu défends pas tes propres intérêts, tu suis chef, même si c'est quelqu'un qui a tendance à être invivable, il y a toujours façon d'accomplir ton travail sans devoir toujours te frotter à Martine, j'imagine, parce qu'elle n'est pas tout le temps dans les comtés où il y a des députés à les écœurer dans le bureau. Je crois pas que ce soit de même. Donc, je pense qu'à ce moment-là, il aurait quand même dû prendre leur mal en patience et mettre un peu d'eau dans leur vin, puis se montrer plus raisonnable que la chef l'est probablement, parce que moi, personnellement, j'en sais rien. Je tiens pas à affirmer qu'elle était désagréable ou invivable pour travailler avec, mais à ce moment-là, je pense que les députés, surtout des gens, comme même Michel Boudria m'a étonné, un militaire de formation comme lui qui est pas capable de recevoir un peu de marde, même des fois quand c'est injustifié, je trouve ça étrange. Il aurait dû appeler les gens au calme puis à dire, écoutez, dans le pire des cas, on va attendre de changer de chef sans que ça vire en crise de même. Ça n'a pas été le cas. Ça, je pense que c'est même l'élément qui m'a le plus déçu. Surtout que ça a été mon député pendant longtemps, j'ai voté pour lui, donc c'est ça, voilà. Moi, c'est ce que j'en ai entendu. Je suis entièrement, j'aime bien la discussion dans quelle direction ça s'en va, puis je voulais quand même en profiter pour embarquer Philippe Lavoie dans la discussion, qui est un membre du Bloc très actif. Il est là? Oui, il est dans la discussion. Salut. Oui, on a parlé de lui tantôt, on se disait que ça serait bien qu'il soit là, mais parfait. Mais... Ben oui, en plus, c'est merveilleux. Mais on dirait que son micro est là pour les préliminaires, mais t'arrives en plein cœur de l'action, fait que vas-y. Puis, j'essaie d'allumer son micro, ça ne semble pas fonctionner de mon côté. Je sais pas. Attends, je vais essayer. Peut-être que c'est le sien qui est fermé. Non, je pense que c'est le sien qui est fermé parce qu'il me semble pas muet du tout. C'est ça, mais... il est déconnecté complètement. Bon, mais ok, il est pas là. Il va sûrement revenir, mais rendu là, on devrait la parole parce qu'il y a beaucoup à dire. Puis aussi, il va pouvoir en emmener beaucoup des éléments vu qu'il est dans le Bloc depuis bien avant moi. Mais je suis entièrement d'accord, oui, que c'est très déplaisant à voir comme c'est plate, mais ça revient toujours à ça. On dirait que les partis souverainistes sont condamnés à laver leur linge sale sur la place publique, contrairement à la plupart des formations fédéralistes qui font ça à huis clos, avec une ligne de parti beaucoup plus rigide. Puis c'est dommage de voir ce cirque-là. Cependant, tu vois qu'il y avait vraiment une game entre les députés démissionnaires, plus mettons, Mario Beaulieu qui s'était mis de leur côté sans quitter le Bloc. Puis Martine Ouellette, c'est comme vraiment une confrontation plus de personnalité que d'idées comme telle. Parce que médiatique un peu, là, je veux dire, ils servaient des médias pour véhiculer leur message. En tout cas, c'est un peu l'impression que j'avais. Ça n'a pas l'air harmonieux, en tout cas. Son micro est allumé, fait que je vais peut-être le laisser parler. Oui, ça marche. Philippe. Hey, en passant, je te dis que tu es enregistré en ce moment. Je sais pas s'il y a de réponse ou s'il y a eu un recul quand tu as dit enregistré. Son micro fonctionne. Bon, les problèmes techniques surviennent. Bon, Philippe. Bref. Oui, je t'entends. Vas-y. OK, go. OK. J'ai juste pas entendu ton dernier bout de phrase.
OK, mais vas-y, la parole est à toi. On veut entendre ce que tu as à dire sur ce qui s'est passé cette fin de semaine. Je sais pas si tu as entendu un peu ce qui a été dit plus tôt, là. C'est arrivé il y a comme 5 minutes. OK, ben, t'as entendu quand même le gros de la discussion à date. Fait que, grosso modo, la discussion principale, comme tu dois te douter, c'est qu'on parle de Martine Ouellette, le changement qu'il y a eu au Bloc québécois, l'orientation que ça va prendre, puis en gros, le mouvement souverainiste, tant sur la scène fédérale que provinciale, où ça s'en va. Puis s'il y a un avenir, comme ça semble être débattu aussi en ce moment. Fait que, tu sais, ton point de vue à date, là, juste par rapport aux attentistes, au Caribou, puis à la députation démissionnaire, toi, t'en penses quoi, en fait? Compris ta question, c'est quoi, Nicolas? Eh boy, c'est parce que je viens de parler comme un méchant bout, t'as pas compris. Non, mais je veux dire, au final, c'est quoi la question? OK. Ben, la question, c'est qu'est-ce que t'en penses, toi, en réalité, là, de tout ce qui se passe, juste pour exprimer ton opinion par rapport à ça en tant que membre interne du Bloc. Un peu nous décrire ce que t'en penses, tout simplement. Là. Avez-vous regardé son point de presse? Oui. Avez-vous écouté? Oui. Oui. Ben, elle avait touché plusieurs points intéressants qu'il faut quand même prendre en compte, mis à part le fait qu'elle a pris quand même quelques minutes de trop pour taper après Mario, là. Parce que le jeu est à peu près inutile de faire, là, parce qu'elle a perdu, là. Ouais. Elle aurait peut-être dû avaler la pilule puis peut-être se torsionner de commenter un peu plus qu'elle l'a fait, là. C'est ça, dans les deux clans, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand tu gagnes, ben, tu te tais, donc tu as déçu de certaines choses, parce qu'il y a certaines choses qui nous ont chicoté, mais pour autant, on ferme notre gueule parce qu'on a gagné de toute façon. Couteau dans le plaie, puis de l'autre côté, elle, ça l'a perdu, ben, elle n'a pas attaqué sur le monde, elle a perdu au final, même si tout le monde était méfiant. Le décorum ferait qu'elle devrait s'en tenir un petit peu plus, regarder une jointe, ouais. Ça, je suis quand même d'accord avec toi, là. Mais, Tu penses que ça va être quoi la suite des choses? Ça va vraiment dépendre des acteurs principaux, puis là, ça veut dire Mario, la coalition, c'est-à-dire Yves, puis la dame qui était avec, André Parizeau aussi qui a une influence, puis aussi le Forum Jeunesse. Camille, puis dont moi, puis les autres exécutants. Okay. Parce que le but, ce qu'on avait l'intention de faire, c'est aussi l'unification, parce que nous, on s'est mis ensemble avec des gens qui, au départ, on était contre. Moi, j'étais pro-Martine jusqu'au dernier CG qu'il y a eu. Puis, autour du FGBQ jusqu'à récemment, jusqu'aux 3 dernières semaines, c'était l'abstention. C'est qu'on ou contre. Ce que ça voulait dire essentiellement, c'est qu'il y avait des échanges entre les exécutants du Forum Jeunesse, puis qu'on n'était pas tous d'accord, puis que par souci de démocratie, que c'était mieux qu'on ait une abstention plutôt que chacun individuellement allait se prononcer, parce que au final, c'est l'unité qui nous unit. Puis chacun allait faire son loose cannon puis dire moi je l'aime pas, puis l'autre a dit mais moi je l'aime. Ben, c'est un peu ce que les médias attendent de nous, c'est qu'il y ait des déchirements, puis que la division, après ça, ils mettent de l'emphase là-dessus. Puis, le Forum Jeunesse, c'est quasiment mieux comporté que le parti en lui-même. C'est quasiment ça qu'on peut tirer comme conclusion. C'est ça, c'est qu'à la place de jouer à la guerre de tranchées, on a décidé de se reculer, puis de regarder ça, puis de se préparer à faire le bon move au bon moment. Puis on a fait le bon move au bon moment parce que ça a eu beaucoup d'impact. Parce que la relève s'est quand même tenue soudée et unie. Malgré les différends, vous avez peut-être pris un peu OK, est-ce que ça vaut la peine de tout balancer? On a la cause quand même à soutenir, on a une structure à garder pour aller de l'avant dans les projets. C'est dommage que le parti n'ait pas écouté ses plus jeunes parce que ça aurait été quand même pertinent. Un petit peu plus tôt, je disais justement que c'était premièrement que les députés qui avaient fait ça, qui avaient quitté, ont très mal agi parce que ça avait déjà été discuté qu'elle
avoir un référendum sur l'avenir de Martine Ouellette au Bloc, sur un vote de confiance en mai 2019. Ça avait été dit au mois de mars, tout le monde en parle, premièrement. Puis de deux, j'ai été déçu, surtout venant de Michel Boudria, qui est un ancien militaire, qui est député de mon comté, qui a décidé de virer capot, pas virer capot, parce que c'est pas ça qu'il a fait, là, mais c'est là, flipper à table comme ça. Et je me serais attendu de lui à ce qu'il appelle les troupes au calme, de dire, écoutez, on a juste à faire un vote de confiance pour prendre notre mal en patience. Il y a quand même moyen de travailler malgré la présence de Martine. Puis, en tout cas, j'ai trouvé ça décevant de voir que ça a viré de cette façon-là. Puis, je tiens quand même à vous lever mon chapeau si l'aile jeunesse a quand même décidé de se tenir puis de pas tomber dans ces espèces de gimmicks un peu néfastes pour le sens. Et si c'est exécutant, c'est certain qu'on n'était pas tous d'accord, mais c'est pour le bien de la partie habituellement, c'est qu'on garde une ligne qui doit être pareille. Il faut qu'on se tienne debout, puis ça, c'est quelque chose qui, moi, les indépendantistes ne sont pas habitués de faire. À la base d'un parti d'idées et un parti d'échange, fait que c'est sûr que c'est moins tentant de. Un parti d'intérêt, un parti d'idées, habituellement, les partis d'idées, ils vont plus entre-déchirer parce qu'ils vont parler justement de l'idéologie, tandis que les partis d'intérêt, ils avancent dans la même direction au final, tu sais. Mais nous autres, c'est ça, on était avec la logique qu'au départ, un peu comme Martine avait énoncé durant son dernier conseil général, sauf que c'était plutôt quelque chose qu'elle espérait appliquer, mais qui était inapplicable pour elle, là, parce que c'était pas intrinsèquement son caractère. Là. Mais essentiellement, ce qu'elle disait, c'est que en développement, création de produits, il y a les early adapters, puis il y a les qui sont pas appelés les followers, là, je sais pas ce que c'est l'autre terme, là. C'est que dans le fond, il y a des gens pour être à l'avant-garde de nouveautés, des nouveaux produits. Puis, ils vont être une infime minorité, ces gens-là. Ils sont pas prêts à acheter le produit qui va exister, qui va venir de sortir. Comme par exemple, quand l'iPhone est sorti en 2007, les Early Adapters, c'est autres qui l'ont acheté tout de suite parce qu'ils se sont dit ça, c'est le futur. Puis, ils n'ont pas eu peur de foncer vers ça. Puis les autres, les followers, ils ont juste attendu qu'il y ait 2-3 versions pour que les embarquent. Les moins indépendantistes, c'est un peu ça. T'as des gens qui sont des volontaristes, des proactifs, d'autres qui sont des caribous qu'on appelle là, pur et dur, qui foncent avec des idées que tu te dis, mon Dieu, les gens ne sont pas prêts, T'as l'autre côté que je vais trouver d'autres mots que le côté péjoratif, là. Les attentistes, là, les classiques, là. Tu sais, les souverainistes classiques à la Lévesque, par étape. Mais c'est eux autres qu'elle l'a pointé. D'association plutôt que de souveraineté pure et dure et compagnie, là. C'est ça que t'entends par exemple. Il va plutôt qu'il y ait des conditions à mettre avant de faire l'indépendance, qu'il y ait des démarches à faire. OK. Puis, ces gens-là, c'est la masse. C'est vraiment la majorité des personnes. Puis, c'est vraiment une frange minoritaire de souverainistes hardcore, qu'on pourrait appeler. Que eux sont tout le temps, non, en fait, il n'y a pas besoin de conditions à l'indépendance, il suffit de la vouloir, puis on va pouvoir la faire. Il y a des gens qui vont dire, on fait pas de référendum, on fait des élections référendaires. OK. Moi, j'aimerais t'apporter sur une question, puis on a abordé, parce qu'on a jasé un peu, LG puis moi, un peu plus tôt, par rapport à ça, l'attentisme, puis tout. Là, en tout cas, ça m'emmenait une réflexion par rapport à ça. Par rapport à la légitimité d'un parti indépendantiste, comment je peux dire ça, sans condition, par exemple. Okay? Quand si tu me dis qu'on met dans la lutte pour l'indépendance, qu'on y va en ligne pour réussir, mettons, il n'y a pas des conditions qu'on pourrait dire fondamentales pour amener à une espèce d'état de besoin d'indépendance. Ce que je veux dire par là, c'est une espèce de crise, par exemple, on a une crise sociale, quelque chose qui est dans la société. On peut parler de pauvreté, de famine ou peu importe, un paquet de facteurs qui peuvent influencer. Ou bien que dans une espèce d'effervescence, comme en 95, le premier état, l'état de crise, c'est l'état de 80. On sortait des violences avec le FLQ. L'état canadien avait été assez répressif les années précédentes. Il y a eu l'état de crise. Le Parti québécois est né d'un peu de tout ça. Tu sais, ça a été la frange un peu plus modérée pour arriver à se sortir de cette oppression-là. Ensuite, de 95, puis là, c'était autour d'une effervescence vraiment intense. Mais là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire qui légitimise encore de cette vision-là? Parce qu'on peut
dire, oui, moi, en tout cas, personnellement, je ne m'oppose pas à ça. C'est pas ça la question. C'est de dire qu'est-ce qui justifie encore une espèce de radicalisme dans le besoin d'indépendance. C'est un peu comme le mouvement indépendantiste au provincial puis au fédéral. Je pense que grâce aux circonstances, on a pu maintenir cette position-là d'attentiste. C'est-à-dire que c'est les conditions qui nous apparaissaient pour nous motiver à vouloir l'indépendance et à nous légitimer notre projet. Ta question, c'est là, présentement, il n'y a pas de levée, il n'y a pas de grande crise constitutionnelle. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On brasse la marde? On va provoquer le fédéral. Ouais. C'est la pire chose qu'on pourrait faire. C'est ce que le PQ a voulu faire avec Marois. C'est le gouvernance souverainiste. En tant que gouvernement souverainiste, en attendant à l'indépendance du fédéral, de l'ingérence, on va aller dire c'est pas fin. C'est pas fin. Vous faites ça, c'est pas fin. Donc, qu'est-ce que ça fait? À place de c'est un discours un peu victimaire aussi en même temps, c'est toujours de critiquer l'autre, de toujours s'exposer. À la place d'être dans le positivisme, de dire mon projet est pour quelque chose, c'est en confrontation totalement, puis c'est justement ce que les Québécois détestent, c'est les maudits péquistes, sur le fédéral, qui n'arrêtent pas de dire c'est de leur faute, puis ils sont pas capables. Au final, tu as de l'air quelqu'un qui n'est pas capable d'être responsable, qui ne veut pas avoir sa pleine indépendance. Fait que tu as l'effet inverse de ce que tu voulais. Fait que, en mon sens, radical, elle aurait dû toujours être maintenue parce qu'il faut aller au-delà des conditions bonnes ou mauvaises qu'on va avoir. C'est comme le Bloc québécois. Le Bloc québécois a réussi à se maintenir et à faire élire du monde grâce aux conditions qu'il y a eu. Toujours grâce aux conditions. Parce qu'en 1993, il y avait une opposition officielle grâce à l'effervescence nationaliste. À l'échec de Blackmeach et de Charlottetown. Les gens avaient envie de dire leur colère envers le fédéral, puis ils voulaient se préparaient. Après les élections, ils ont chuté d'à peu près une quinzaine de sièges. En 2000 ou en 2020, ils ont encore baissé d'une dizaine de sièges. Ils étaient rendus à peu près à 35 sièges. Et là, grâce au scandale des commandites, ils ont pu remonter au scandale des commandites. Puis c'est vraiment à partir de 2000. C'est pas grâce aux efforts du parti, c'est vraiment par la faute de l'ennemi. C'est un peu ça. Parce que tout de suite après le premier mandat, quand ils sont retournés en arrière faire du backbencher, on a commencé à questionner la pertinence du Bloc québécois, à se demander, si le Bloc québécois fait juste être une gang de backbenchers, parce qu'ils ne peuvent pas nécessairement défendre vraiment l'intérêt du Québec, ils ne sont pas à l'opposition. Au final, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? C'est poser une question par-ci, par-là, puis chialer. Moi, En 2006, ça a été vraiment le moment où on a eu vraiment comme une... On s'est dit, OK, là, présentement, ça ne fonctionne pas. Le Parti conservateur pouvait être le changement, puis pouvait être l'alternative. Qu'est-ce qui est arrivé, surtout à Québec, où ce que j'habite, et à Lévis? Le bloquiste qui était perdu pour les conservateurs, puis c'était une première. Ça n'avait pas arrivé avant. Ça voulait dire que les gens se sont rendus compte que si tu es pour défendre seulement l'intérêt du Québec, un conservateur peut aussi bien le faire. Parce qu'un conservateur, un député conservateur, c'est pour un parti qui est décentralisateur. Ouais, attends un peu. Donc, pour le respect des compétences, puis aussi, il y a des très bons députés qu'il peut y avoir. Ça leur rend... Parce que soudainement qu'un autre parti, t'es pas souverainiste, t'as pas de bons députés. Juste apporter un point. Hey, les boys, juste un point. J'ai juste une affaire. Vous pensez pas que le Bloc puis le PQ sont reliés, c'est-à-dire que la popularité des deux va de pair avec la popularité de la souveraineté. Là. C'est-à-dire que la souveraineté, c'est en baisse, puis ça tue et le Bloc et le PQ. Là. Il me semble je le vois un peu dans ce sens-là. Là. Comme l'œuf ou la poule, mais en fait, c'est un faux dilemme. C'est pas...
la souveraineté ne baisse pas de façon comme par magie. Elle baisse parce que le mouvement indépendantiste est inactif. Plus de 20 ans, depuis le traumatisme post-référendaire, les mouvements indépendantistes ne sont pas activés. Ils sont mis en mode résistance, en mode survivance, à vouloir défendre leurs électorats puis à vouloir défendre les intérêts du Québec seulement. L'indépendance baisse, après ça, les partis baissent. En fait, là, ça nous amène à un autre problème, en fait, puis ça, il faut vraiment aborder. Quand on parle de l'avenir du mouvement indépendantiste, on parle du PQ, du Bloc. On a parlé un peu du Bloc. Parlons du PQ. Maintenant, est-ce qu'on ne devrait pas penser au Parti québécois à trancher la ligne à partir de maintenant, c'est-à-dire soit être un parti de gouvernance, parce que je vais expliquer, comme tantôt je disais, étant donné que les années 80, on sortait d'une crise, 95 d'une effervescence, aujourd'hui, est-ce qu'on ne devrait pas envisager une espèce de, je sais pas, par exemple, de servir les outils institutionnels qu'on a, autant fédéral que provincial, puis d'essayer de rebondir à partir de ça, c'est-à-dire de prendre l'espace, de prendre l'expansion, se donner les moyens de sortir de nos frontières du Québec, étant donné que l'accès à l'indépendance est plus ou moins réaliste à moyen, mais à court et à moyen terme, à moins de grave de notre ennemi. Là, je veux dire, selon les efforts qui sont appliqués en ce moment, je ne vois pas vraiment d'issue à court ou moyen terme. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'on ne devrait pas essayer de travailler avec les outils qu'on a pour le bénéfice de notre peuple plutôt que de se battre pour une cause qui est plus vraiment d'actualité puis d'essayer de recentrer Non, mais moi, je pense plus qu'il faut travailler sur le discours pour le rendre mainstream, là, pour le rendre au goût du jour. Là. Oui, mais ça, fait quand même longtemps qu'on entend ça, qu'il faut revamper un peu le discours, renouveler le débat. Écoute, la partie a changé aussi. Le projet, c'est ce renouvellement, la dernière génération. Je pense que c'est Philippe qui parlait de traumatisme post-référendaire. Ben, ce traumatisme-là est tellement grave que chez les X, surtout, les débuts de milléniaux, ben, il y a vraiment un désintérêt total pour ce genre de questions-là, comme si c'était un tabou absolu à ne pas aborder. Ils disent, regarde, non, c'est fini ces questions-là, là, on passe à autre chose. Puis, c'est comme s'ils avaient peur d'être déçus à nouveau d'une défaite. Ouais. Non, mais je suis un peu d'accord quand même avec LG sur l'affaire que oui, il faut le revamper, puis il faut repenser le discours souverainiste, mais il faut qu'on l'aille aussi, puis il faut pas qu'on le cache. Il y a une affaire que je suis d'accord avec Martine Ouellette, c'est que le produit de l'indépendance, tu peux pas attendre qu'il s'installe de lui-même, il faut effectivement que tu le provoques et que tu le mettes de l'avant. Sauf qu'historiquement parlant, plus souvent, la question des référendums sont plus souvent arrivées quand il y avait des débats avec le constitutionnel, avec le fédéral, comme il y a eu avec le LACRIC dans les années 90, il a fallu qu'il y ait ce type d'agression-là, si on veut, quant à la souveraineté ou à la volonté d'indépendance. Un peu de chicane constitutionnelle, ça fait toujours du bien. C'est ça, mais il y a eu ça, puis de l'autre côté, il y a eu une provocation du fédéral, puis dans les années 2010, avec Pauline Marois, qui éventuellement, on savait qu'elle s'en allait vers l'indépendance, elle aurait utilisé l'inverse, c'est-à-dire une provocation donc, du Québécois, c'est-à-dire qu'on dénonce le fait que nous, on ne peut pas agir sur notre propre sol selon nos conditions, notre charte, etc. Fait qu'on demande l'indépendance, etc. Ça aurait été un tremplin. Mais à cette heure, est-ce qu'il n'y a pas vraiment grand monde qui ont intérêt de part et d'autre, soit au provincial ou au fédéral, de provoquer à nouveau l'un et l'autre? C'est pour ça qu'il y a toujours plus de négociations qui ont dit pacifiques, mais diplomatiques entre les provinces, puis il y a une table entre les 10. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que, encore une fois, le fédéral se plante sur un agenda, sur un projet, soit un pipeline, ou soit une connerie de péréquation ou n'importe quoi d'autre, qui ferait en sorte que les provinces verraient un argument là-dedans à soit faire l'indépendance, soit avoir plus d'autonomie et à créer à nouveau une crise constitutionnelle. Il faut qu'il y ait un contexte qui s'installe, mais il n'y a personne qui a intérêt à avoir ça. Parce que ça équivaut souvent à une instabilité sur l'aspect de l'économie, ça va amener des divisions sociales, ça va amener une polarisation. Ça, c'est malheureusement toujours le discours que les fédéralistes ramènent. C'est-à-dire que juste le discours d'indépendance égale provocation, haine, division, parce que c'est devenu vraiment juste aller dans un congrès des libéraux, c'est toujours ça qu'ils vont sortir comme argument pour ne pas parler d'indépendance ou pour faire peur aux gens durant la campagne électorale sur le fait que le PQ est point indépendance. Je vais essayer de répondre à ta question, Pierre.
Pour le PQ, c'est la même histoire. Je pense qu'ils se sont fiés plutôt aux circonstances qui étaient favorables pour devenir le gouvernement. Tu sais, Parizeau, lui, il a un discours qui était volontariste. Ça a accéléré la tendance. Tout le processus qui s'est suivi avec les crises, ben, c'était un bon timing, tu sais. Mais par contre, Parizeau, lui, il a commencé en disant il faut qu'on en reparle, parce qu'on n'en parle plus. Tu sais, il faut se rappeler qu'avec Derek Johnson, on était rendu avec l'affirmation nationale. Seulement que ça peut être un peu comme la CAQ, mais ça, c'est un démocrate. Tu sais, c'est des gens qui disaient ben, nous, on est fiers d'être Québécois. Puis on va le dire. On va dire qu'on est fiers. C'est pas fait. Mais ce que le PQ doit faire, c'est exactement comme il aurait dû faire et ce qu'il faisait avant les élections qu'ils ont eues, là, 70-73. C'est d'avoir une position indépendantiste. Comme des indépendantistes. Ça veut dire que, par exemple, le serment à la reine, jamais on devrait accepter que le PQ fasse des serments à la reine s'il se dit qu'il veut faire la sécession, tu sais. Un projet lourd à porter, aussi grave, tu sais, c'est quand même... Tu crées un pays... Mais attention, on sait que le Québec n'a pas le droit de faire sécession, hein? En disant que le Québec est en mode résistance, puis là, tu arrives à un mouvement, tu arrives à un leader qui se positionne, qui dit moi, je vais en parler, puis on va en parler avant, pendant, puis après le référendum. Là, tu fais OK, là, ça start. Il faut que tu agisses comme un indépendantiste. Mais pourquoi je parle de la serment à la reine? C'est parce que justement, si tu prêtes plus serment à la reine, je ne sais pas si vous avez vu un très bon vidéo fait par Benjamin Tremblay, là. C'est une vidéo de 7 jours sur Terre, là. Il fait des capsules pédagogiques sur l'histoire du Québec. Effectivement, j'allais vérifier, puis j'avais déjà parlé avec une députée, avec Agnès Maltais. J'ai dit pourquoi vous prêtez serment à la reine? Il me semble que ça serait fou. Ça serait fou. Qui est-ce va prêter serment à la reine? Elle dit ouais, mais Phil, on aimerait bien ça, mais tu sais, la ligne de parti, tu sais, pas heureux. Je vais juste expliquer brièvement ce que ça ferait. C'est que toutes les lois qui vont être votées, c'est-à-dire que, à partir de maintenant, toutes les lois qui vont être votées au provincial, le fédéral n'aura plus besoin d'utiliser la Cour suprême comme il a fait dans le temps, par exemple avec la loi 101. Tout ce qu'il va faire, c'est vous n'êtes pas légitime, votre assemblée n'est pas légitime, donc cette politique-là n'est pas applicable, on vous la retire. Et quoi, on va vous montrer, on va regarder les Québécois, qu'est-ce que c'est? Non seulement c'est le fédéral qui a un droit de veto sur tout ce qu'on fait, mais c'est au nom de la reine que le fédéral le fait. Bon, ben tu vois, mais là, voilà le genre de crise qui aiderait probablement le Québec à prendre son indépendance. C'est pas une crise, genre on cherche la merde. C'est qu'on agit comme des indépendantistes. Ben, c'est l'idée de ne pas prêter serment à la reine. Écoute, c'est quelque chose... c'est une horreur dans le Canada actuel parce qu'on vit en monarchie constitutionnelle, techniquement. Voilà, regarde, écoute, oui, bon, ça serait une super idée. Personnellement, je pense que c'est quand même une des choses à faire, une des premières choses. Mais ensuite, un geste de rupture. Hein? C'est ce qu'ils appellent des gestes de rupture. Oui, on parle comme ça aussi. Moi, j'ai une question à vous. Toi, à LG, moi, je pose la question. Dans le renouvellement du discours, moi, je suis toujours curieux d'entendre les réponses parce que quand on parle toujours ah oui, mais il faut renouveler le discours indépendantiste parce que là, c'est pas renouvelé avec le temps. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par renouveler? Parce qu'on dirait que c'est un mot valise. Ouais, ben. Concrètement, on voudrait renouveler. Ben, on pourrait apporter la question, par exemple, de faire un référendum ou pas. C'est-à-dire la façon qu'on entrevoit l'accès à l'indépendance. Ça peut être une façon de revoir les choses, mais autrement, à part se battre pour un scrutin plus proportionnel qui permette des changements politiques démocratiques de ce genre-là, qui permettraient à plus de souverainistes de cesser au pouvoir, ou tout simplement de gens comme tels d'y avoir accès plus facilement. Bref.
c'est plus les outils qu'on doit utiliser qui doivent être utilisés autrement, peut-être, mais c'est tout. J'ai l'impression que les gens qui revendiquent de faire du renouvellement, bien souvent, c'est par rapport au discours identitaire qui se reflète. Ouais. Discours plus progressiste, mais sur quelle ligne? Moi, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que le PQ fait grandement qui n'est pas assez progressiste. Mais premièrement, c'est peut-être pas tellement que le PQ est pas progressiste. C'est surtout, je pense qu'il y a peut-être de la misère à vraiment bien s'identifier. Premièrement, dans son opposition constante à Ottawa, dans l'absence un peu de construction d'un projet ou d'un plan pour un projet ou de mise sur table de quelque chose. Je vais faire par exemple référence à Catherine Fournier qui fait un speech avec Véronique Yvon pour expliquer comment Ottawa est donc méchant de ne pas accélérer le processus d'immigration des immigrants, puis à quel point c'est difficile. Puis, pourquoi pas? C'est pas ta job de faire ça. Je comprends que c'est quelque chose qui est quand même... c'est un sujet vraiment d'actualité qu'il faut prendre en considération, mais quand ta job c'est de faire l'indépendance, lâche Ottawa puis avec les immigrants, là, c'est pas la question. Si on va l'avoir la question de l'immigration quand on va être un pays, puis ça va être tout à fait légitime de la question. Pour l'instant, toi, Carlis, non, mais vouloir te montrer plus progressiste que progressiste, là, ça donne absolument rien. Ottawa, présentement, c'est Justin Trudeau qui est là. C'est sûr qu'ils ont une image progressiste ouverte sur le monde, puis en tout cas, t'es tout ce que tu veux, là, des licornes, des arcs-en-ciel. C'est ça. Pourquoi pas un souverainisme d'ouverture sur les mêmes principes que Justin? Je suis d'accord. Avec des licornes. C'est quoi un souverainiste d'ouverture? À ce moment-là, c'est quoi un souverainiste de fermeture? Qu'est-ce que ça insinue? Mais le souverainisme de fermeture est basé sur l'identité, puis ça a l'air de s'adresser aux Blancs pur laine, Quel plan d'identité qui ne plaît pas? Hein? Souvent de ça, on en fait, c'est dans le rejet de l'autre, je vais me permettre de répondre à la place de LG parce que je veux synthétiser plus court, là, mais c'est dans le rejet de l'autre, de façon très générale et volontaire. Voilà, comme ça, on n'amalgame rien. Un peu là, mais je veux dire, ça donne l'impression... semble être en opposition constante, non seulement à Ottawa, mais à des minorités ethniques au pays, comme s'ils étaient vraiment des ennemis. Puis ça peut s'expliquer, mais voilà. Ben, c'est parce que ça donne l'impression qu'on veut faire un pays pour parler français puis être entre blancs post-chrétiens. Parler français, c'est pas des indépendantistes, mais entre blancs, c'est stable. Ben, c'est ça. Moi, je suis d'accord. Je suis ouvert à dire qu'on ne veut pas un Québec qui soit blanc, mais en quoi le PQ a dit des choses qui insinuaient qu'il voulait seulement des blancs qui... Non, pas la base. Ouais, c'est ça. C'est ça le problème, c'est que le PQ en tant que tel se montre toujours plus progressiste qu'Ottawa. Ouais, c'est ça. Non, mais j'allais le dire, même pendant la charte, les membres du PQ, là, devant eux autres, ils étaient assez mesurés, là, quoique, mais la base, man, le monde, c'était ça. C'était du radotage anti-islam, mur à mur, là. OK. Puis en quoi que le PQ est responsable? Ben, il était quand même assez responsable, je veux dire, parce que Drainville, il a fait une coupe de petits calls aussi. Puis, tu sais, je veux dire, ils ont essayé de surfer sur cette vague-là en parlant beaucoup du voile. Ça l'a comme tout... Le PQ est surtout responsable, c'est d'avoir eu, là encore, dans le discours, ça a été vraiment malade. Puis, tu sais, regarde, il faut quand même se montrer critique à l'égard du PQ. Puis, dans leur manière d'approcher ça, je pense que c'était vraiment un... Attends un peu. Juste pour en revenir, là... Montréal, c'est insignifiant. C'est vraiment... en fait, j'ai du mal à comprendre du PQ, puis ce qui explique aussi qu'aujourd'hui, ils sont quand même en chute. Là. Fait que, ouais. Mais juste pour revenir... Après le PQ sur l'identité, comme le PQ a osé parler d'un sujet qui était difficile à parler, puis que maintenant on en perd. Mais c'était pas de bâtir quelque chose sur notre identité ou de nous définir nous-mêmes, c'était de s'opposer à... C'est assez clair, là, on va s'entendre. Là. Il était un peu question des symboles catholiques, mais surtout question de tout ce qui était le voile, principalement. Ouais, c'est ça. On n'en a jamais parlé de façon explicite. C'est pas parce qu'il y a une
religion qui est plus identitaire qu'une autre, que on doit dire que là, c'est des se porter en victime. Est plus portée, plus symbolique, puis prend plus de place dans l'individu par rapport à sa spiritualité. On va pas commencer à dire que la charte était islamophobe, parce qu'elle a parlé du pouvoir. C'était un mauvais plan pour faire la promotion de l'indépendance. Je ne sais pas si c'est islamophobe. Mais je pense que le PQ a fait ce qu'il fait depuis longtemps, c'est que puisqu'il parle plus d'indépendance, il se rabat à des sujets secondaires. Ouais, t'as pas tort. Il va, ce qu'on appelle, il va sauver les meubles. Donc, il va récupérer ce que les Québécois apprécient, sans vraiment parler de leur raison même, de leur existence, c'est la souveraineté. Ils sont pas capables de centrer le discours là-dessus parce qu'ils ont l'impression qui est non fondée par rapport à la peur, parce qu'il y a une culture de peur au PQ. Les gens, on parle de... Si tu parles de référendum premier mandat, tu te fais ramasser. Le choc post-traumatique référendaire, il n'est pas réglé. Il ne s'est pas réglé. À la place, on a constamment voulu être plus ouvert que, justement, Justin Trudeau. On a eu la vague Boisclair, qui a essayé de sortir avec des belles idées progressistes modernes, qui s'est planté. Ouais. Mais c'est cette volonté-là de toujours être le plus ouvert pour dire, vous voyez, la phrase de Parizeau, c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'on a perdu à cause des votes ethniques. On vous aime. Puis, ils ont toujours besoin de donner raison au monde qui leur tape constamment sur la tête en disant vous êtes xénophobe, vous êtes raciste, puis ils disent non, je suis pas raciste, la preuve, tatata. Mais t'as pas à te justifier après envers ton ennemi. Ouais, c'est drôle. Moi, je vois. Attends 2 secondes. Moi, c'est drôle, j'ai la perception exactement inverse. Là. C'est-à-dire que le monde, il essaye de maladroitement, avec partisanerie, de défendre le gros Jacques absolument, puis de dire non, mais c'était vrai un peu là, que la poignée des migrants a perdu à cause d'eux autres. Là. C'est pas les 40% de Purlaine qui ont voté non. C'est le petit crise de quelques milliers d'immigrants qui nous ont coulés. Là. Tout est de la faute des immigrants. Une façon plus ou moins maladroite de mentionner, c'est que quand on parle de ça, on parle de la tricherie d'Ottawa qui a naturalisé des dizaines de milliers d'immigrants dans l'année juste avant le référendum pour trafiquer le vote. OK? Même à ça, man. De Québécois qui ont voté non, ça c'est une chose. On est quand même en démocratie. C'est une chose en esti, man. On a quasiment. Pour tricher. C'est ça qui est soulevé tout le temps. Man. C'est ça qui est mal interprété. Puis on donne raison à certaines personnes d'être belliqueux envers nous. Puis mais c'est le contraire, là. En défendant ça, on donne raison à nos adversaires, man. On a l'air ça. On a l'air de défendre un... Non, mais c'est de dire que si, man, c'est ça. C'est quand même la réalité de dire oui, c'est vrai que ça, c'est arrivé. Ça a été une tricherie, là, regarde qu'est-ce qui est fait contre nous. C'est quand même... Pour vrai, man. Le grand moyen n'est pas un imbécile, il est quand même capable de voir que quelque chose n'a pas de sens. Lui, après ça, qu'il adhère à ta lutte ou non, c'est une autre chose, là. On peut en débattre, puis on peut débattre de ses raisons, mais à la base, s'il n'est pas capable de reconnaître qu'il y a une tricherie et tout, écoute, mais c'est lui qui a un problème, qui ne comprend pas trop c'est quoi le principe de la démocratie, tu comprends? Ben non, en tout cas, tu sais que je suis pas d'accord avec ça, là. Ça reste que je trouve que le poids du 40% de pure laine qui vote non est 1000 fois plus à examiner, puis à critiquer, puis à chialer dessus. Parizeau aurait dû dire on a perdu à cause de l'argent puis du 40% de traite, man, qui nous ont chié dans la face, man. Tu te bases beaucoup sur les médias sociaux. Je pense que c'est comme ta source numéro 1, c'est Facebook. Et je pense que tu t'es pas basé sur le programme du PQ. Tu fais pas de mention de tapage sur des immigrants puis dire que moi, que Parizeau avait raison. Non, j'ai jamais dit. J'espère bien ainsi que le PQ officiel ne tient pas ce genre de discours-là. Qui assiste que des congrès nationaux qui sont à 1400 personnes, ben il n'y a pas un maudit qui va insinuer quoi que ce soit envers Parizeau.
Ah ouais, ben en tout cas, c'est ça. brûler. Je pense que les médias sociaux représentent sûrement pas... Toi, si tu penses encore là-dessus, puis qu'ils disent « Ah, bon, Parizeau avait raison dans le fond », mais je pense que t'es soit inconscient ou t'es malhonnête. Toi, t'es pas dans la team qui pense que Parizeau avait raison. Pas là, Léger, c'est que tu te bases sur ce que le monde de Facebook dit. La source Le monde de Facebook, c'est du vrai monde autant que toi. Hein. Fait que... Bon, ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour de Parizeau, là, puis la question de où est-ce qu'il est rendu au mouvement des 25 ans qu'on en parle. Ouais, exactement. Là. Puis même moi, je le dis, là, ça aurait dû... L'idée d'aller ailleurs, c'est un peu ça aussi, c'est d'arrêter de débattre sur des faux débats. En tout cas, moi, je pense que Nick a l'air d'être d'accord. Mais non, mais exactement. Si vous voulez savoir... parce qu'il me l'a demandé tantôt ce que je pensais par un discours renouvelé. Là. Ben, non, je sais, non, c'est juste pour faire un retour sur le... Ouais. Non, mais je vais te le dire. Je vais te le dire, là, ce que je pense. Qu'est-ce que tu avais quoi à dire, Nick? Ben, c'est peut-être plus pour ramener ça sur la question du bloc actuellement, puis jusqu'à 2019, comment est-ce que ça peut être vu, parce que c'est probablement le seul parti, sur toutes les instances, tous les niveaux politiques, qui va tenter une convergence et une refondation basée là-dessus, puis qui va réunir de tous les niveaux, puis de toutes les idéologies des membres, des militants qui veulent relancer le mouvement tranquillement. Puis on s'entend que ça s'en vient l'année prochaine, puis on s'entend aussi que l'année dernière, l'année dernière, l'échec de la convergence au niveau provincial, ça va probablement suivre le mouvement souverainiste. Aux élections du 1er octobre, ça va se faire sentir, mais après ça risque de pas vraiment aider, parce que ça vient d'avantager Québec solidaire. Si on peut parler un peu de l'avenir du bloc, justement. Ouais. Parce que c'est ça qu'on voulait parler, là. C'est que moi, il faut prendre en considération une chose, c'est genre comme Nick a mentionné, c'est considérant que le PQ a tendu la main à QS, puis qu'il y a eu un échec, il y a eu une incapacité de cohésion. On se demande, ça nous pose cette question-là, qui a tenté, qu'il y a eu un échec aussi. On se demande quel acteur pourrait cette partie-là, parce que c'est inévitable que l'indépendance ne se fera pas par un seul parti. C'est impossible. Maintenant, il y a 4 partis. On n'est plus en 95 où il y avait 2 partis puis un tout petit parti, là, DQ, qui avait... Il y avait personne dans ce temps-là. Il faudrait une coalition, quoi. Il faut que les partis provinciaux fassent une union. Puis quel mouvement qui peut avancer ça? Moi, je pense que c'est au fédéral là. Et c'est pourquoi il y a l'idée de refondation du Bloc québécois. Parce qu'avec la refondation, on réglerait le problème, comme par exemple les gens de Québec solidaire qui, vu qu'ils ne se reconnaissent pas dans le discours du Bloc et dans l'image du Bloc, parce qu'il y a des idéologies qui sont similaires par rapport à les gens de droite au Bloc, puis tout ça, puis il y a aussi les conservateurs, puis ça leur plaît pas. Mais d'avoir un parti qui va avec leurs images, puis qui va unir aussi QS, le PQ, puis des caquistes qui sont indépendantistes qui sont cachés, puis d'avoir le Parti fédéral qui est le porte-étendard de l'unité indépendantiste, et pouvoir amener une espèce de vague de positivisme puis d'union pour influencer les partis provinciaux. OK. Peux-tu y aller vite fait d'une hypothèse, en tout cas une proposition pour l'avenir, pour le discours, en tout cas? Moi, quand j'ai regardé le discours de Martine, son point de presse, après ce que moi je propose avec la Fondation, puis ce qu'elle a dit, moi j'ai fait quelques constats. J'ai fait 2 constats. Premier constat, avec le 65% sur la première question, il faut reconnaître que les membres se sont exprimés en faveur de la promotion de l'indépendance avant tout, malgré le désir de changer de chef. Parce qu'ils voulaient changer de chef, mais l'idée que le chef avançait leur plaisait. Le prochain bloc, il va être profondément indépendantiste. Il y a les membres qui se sont positionnés là-dessus, puis les gens se sont prononcés. Le constat, le départ de Martine, ça ne règle pas la crise.
partiellement la crise parce que ça a fait plaisir à des gens qui, depuis le début, ils voulaient qu'elle parte. Après ça, il y a les fondements même de pourquoi les gens sont partis, puis les gens qui sont déplus, puis ils sont partis, ils ont délaissé Martine. C'est parce que la structure même du bloc, puis ses idéaux, puis comment ça fonctionne. Fait que en soi, la fondation, c'est le seul moyen pour faire un changement qui est positif. La vision la plus large possible, pour avoir la direction la plus large possible, et pour que tout le monde se plaise là-dedans. Puis, comme j'ai dit tout à l'heure, pour influencer après ça les mouvements qui sont des partis provinciaux. Ouais. OK. Mais hey! Mais en fait, c'est que tu me parles, bon, la refondation, comme si ça allait être un peu. Je sais que c'est pas ça que tu veux dire, mais en même temps, c'est vraiment ça que j'ai l'impression de comprendre. C'est comme si la refondation allait être un peu la panacée face à la crise que le Bloc subit actuellement. Je pense que la crise est plus profonde, c'est-à-dire. Je reviens encore à ce que j'ai mentionné tantôt. C'est quoi un peu le casus belli qu'on a par rapport à Ottawa présentement? Est-ce que des affrontes directs? Non. On peut quand même anticiper quelques terrains où Ottawa pourrait vraiment s'enfarger, surtout s'enfarger d'un fleur du tapis. Juste l'achat de Trans Mountain qui sont de même. Là, ouais, ben c'est ça. C'est ça. Pierre. Attends. Laisse-moi finir. J'ai pas. Ouais. À part des cas même qui ne soulèvent pas vraiment les passions, moi, là où ce que j'en viens, c'est de poser la question suivante. Est-ce qu'on ne devrait pas, encore une fois, comme au niveau du Parti provincial, parce que le Bloc, bon, l'avenir à Ottawa, moi, personnellement, j'en ai parlé tantôt un peu avec LG Landriot à propos de ça, c'est l'avenir du Bloc, tant qu'à moi, devrait être au niveau de la francophonie pan-canadienne. Ça serait quelque chose qui serait quand même intéressant et envisageable parce que je sais qu'on s'est aliéné énormément les communautés francophones au Canada. C'est dramatique à mon avis parce que ça nous a juste encore plus divisés. Eux représentent à peu près comme... Ils se sont vraiment louisianisés, excepté au Nouveau-Brunswick. Puis là, si ça s'en va au Canada, ce que je dis là au Canada français ailleurs, je risquerais de me faire garocher des roches, mais ils se louisianisent de plus en plus. Sont en train de disparaître, je pense qu'il y a quand même d'avoir une espèce de bloc francophone qui serait un bloc qui unirait à peu près tous les francophones en Amérique, au Canada au moins. Ce serait une chose qui serait intéressante. Ce serait déjà une avenue intéressante. On aurait une vision qui sortirait de nos frontières. Ça serait quelque chose de rassembleur, à mon avis. Ça serait quand même intéressant. Je pense que même au niveau des Québécois, ça serait intéressant pour eux de se dire, écoute, en votant pour eux au fédéral, on se reconnaît peut-être beaucoup plus dans certains francophones au Canada où on veut les encourager à avoir une voix d'une quelconque façon parce qu'un vote pour le parti, c'est quand même de l'argent pour le parti. Ça pourrait être des choses de même. Au niveau provincial, écoute, je pense que vraiment le PQ a à faire le choix entre la gouvernance ou la souveraineté. Puis si le choix, c'est la gouvernance, à ce moment-là, qui gouverne de façon à ce que, justement, encore une fois, on cherche à sortir de nos frontières, à devenir assez intéressant, assez puissant économiquement, culturellement, qu'on arrive à sortir de nos frontières et influencer ailleurs. Je sais que c'est vraiment utopique d'en parler en ce moment, étant donné les circonstances, mais quand même, ça, je crois que c'est déjà quelque chose qui va intéresser beaucoup de gens. Ça serait bien d'essayer de faire la promotion de quelque chose du genre, parce que de plus en plus, le discours de la population qui n'est pas nécessairement souverainiste, c'est de dire, écoute, de nos jours, c'est complètement stupide de se refermer sur nous-mêmes, parce que c'est l'impression qu'il y a. Quelques-uns, je sais que c'est pas ça, parce que je fais longtemps que je milite pour l'indépendance aussi, mais en même temps, je sais que c'est ce qui est dit dans la population. Fait que ça étant dit, je sais pas, tu sais, le fameux Think Big, ça serait quand même une avenue intéressante, je pense, pour notre avenir. Non, mais tu devineras que j'ai pas exactement la même vision, là. Mais juste pour détailler ça vite fait, je te dirais que je pense que quand on y va avec... puis là, je parle pas juste du Bloc, là, plus le camp nationaliste, si tu veux. Là. Quand on y va
en s'appuyant sur la question identitaire, là, tu sais, genre loi 101, puis un peu tout ça, là. Attends, là, j'oublie son nom à la charmante dame que j'ai vue un peu plus tôt, là, partagée par un de nos collègues sur le Discord politique. Attends, c'est quoi son nom? Une nouvelle dame, je pense qu'elle est maghrébine ou je sais pas trop, là. Je sais pas. Attends, ok, voilà. Madame Gazal, ok, de QS, qui propose juste un renforcement de la loi 101. Écoute, je hurlais. J'ai envie de déménager dans Mercier juste pour... Bon, ben, en tout cas, gars, ça pour dire que je pense pas que ça, puis on s'en est parlé l'autre jour, là, je pense pas que ça, c'est le genre d'affaires qui intéressent les prochaines générations, là, si on regarde l'avenir du mouvement nationaliste. Là. Et pourtant... Je pense pas que ça les intéresse, la question identitaire présentée comme ça. Je pense qu'il risque plus d'intéresser le monde, ça va être le côté autonomie, là. C'est-à-dire dans la gestion puis dans les pleins pouvoirs tout ça là. Plus une question de c'est plus là-dessus tu sais, avoir des leviers genre pour qu'est-ce qui est des questions je sais pas moi écologiques l'économie sociale etc. C'est-à-dire tu penses que le français ne doit pas être primordial dans la lutte pour l'indépendance ou juste tout simplement pour l'épanouissement du peuple québécois, mais toi tu penses que la défense du français est vraiment minime, puis même au contraire que ça nous nuit. Écoute, moi je pense que c'est primordial, c'est un des aspects, c'est dans mon top 3, la défense de la culture, de la langue française, c'est là, voilà. Moi, je pense que ça plaît juste au caribou, là. Ben ça. Je pense que ça plaît juste au caribou, man. Mais non, tu pas le mal sais, ça. là. Ben écoute, je vois une députée de QS qui est clairement pas une caribou, là. Ouais. Qui non, mais attends un peu, là. Il y a non, mais hey, il y a une différence entre ce qu'elle a fait, puis genre en faire ton point central de ton discours, puis tu sais, mettre tout. Même pour beaucoup d'immigrants, c'est quand même important. Je veux dire, c'est pas étranger à eux. On a souvent. En fait, ça, c'est un peu. Tu penses? Comment je peux dire ça? Ça m'agace beaucoup de ne jamais considérer que des immigrants peuvent être favorables aussi à la défense du français, comme si c'était juste une affaire de blanc québécois. Je pense que ça nous donne un look de. Comme c'est un Haïtien qui habite en région, parce que il y en a des Haïtiens qui habitent en région, comme si eux ne pouvaient pas être favorables à une certaine défense du français. Écoute, c'est un peu agaçant, puis même des Arabes, des Maghrébins qui disent, écoute, moi aussi je parle français, puis je suis heureux comme ça, je verrais pas ça autrement, donc oui, je suis pour la défense du français. J'en rencontre de temps en temps. C'est loin d'être un affaire de caribou, le sentiment d'insécurité par rapport au Canada anglais, c'est quelque chose de québécois, de blanc francophone. C'est ça. Mais en dehors de ça, la défense du français, c'est quelque chose qui est très fortement rassembleur, même chez les communautés, les minorités culturelles. Ouais, super. Ben oui. Je sais pas où tu prends ça, c'est un feeling ou tu. Je sais pas. Moi, en tout cas, j'habite sur la couronne nord de Montréal, puis j'en connais plein quand même d'immigrants qui sont intéressés à pas l'idée, pas forcément l'idée d'indépendance, c'est vrai qu'ils s'en calissent pas mal, mais de dire, ben écoute, c'est naturel pour moi de parler français, puis je me verrais pas parler anglais demain matin. Si tu me dis qu'on menace mon droit de parler français, évidemment que je compte ça, de m'empêcher de parler ma langue, voilà. Je me demande, J, sur quoi tu te bases pour dire que les immigrants, ça leur intéresse pas le français, puis les Québécois en général n'intéressent pas le français. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il n'y a pas un seul immigrant qui tu leur demanderais tu t'en fous-tu du français? Ils diraient, ben non, c'est important, il n'y a pas les Français au Québec. Là-dessus, par contre, je sais pas t'es qui le séparatiste, mais là-dessus, j'amènerais un bémol, c'est que ça dépend des catégories d'immigrants. Je pense entre autres beaucoup des Indiens, des Chinois, par exemple, qui ont beaucoup de difficultés à apprendre le français. Ouais. Là, je te dirais à facilement 95-96% en montant vont être anglophones, puis leurs enfants vont parler un peu le français. Oui, je comprends. Ouais. Oui, c'est clair qu'il y a quand même un coup de francisation, mais ça n'empêche pas que c'est pas parce que les gens parlent anglais qu'il n'y a pas de désir d'apprendre le français. Je connais beaucoup de monde qui... Mais c'est pas juste ça, la question. Là. La question, c'est de voter pour un parti qui en fait un thème central. Ah, Chris, je dis quasiment rien, man. Là, man. Mais vas-y, continue. Moi, j'ai beaucoup d'immigrants qui ont plutôt le désir, mais l'État ne donne pas les moyens pour qu'il y ait la francisation facile.
Puis aussi, par rapport à ton exemple, les gens qui arrivent ici et qui veulent apprendre le français, bien souvent, il faut qu'ils payent, ou même si on leur donne une aide financière, il faut qu'ils arrêtent de travailler. Puis si du moment qu'il y a eu du parrainage d'immigration, puis là, ils ont fait venir leur famille, leurs femmes, leurs enfants, puis la famille élargie, bien souvent, c'est leur seule source de revenus. C'est pas pris en compte. Ils vont s'empêcher de pouvoir faire de la franchisation puis aller à leur plein potentiel, puis ils vont se rabattre à des emplois qui vont pouvoir éviter de parler avec la clientèle, puis ils vont pouvoir faire des petites job-ins. Et moi, je pense que la majorité des immigrants, ils sont tous favorables. À la base, si tu es sélectionné par le Québec, c'est parce que tu as un désir de pouvoir parler français. Tu veux répondre à ton affaire? Puis je vais emmener un autre bémol, s'il te plaît, Philippe, si ça te dérange pas un instant. C'est que aussi, il faut arrêter de. Moi, ça écoute, on parle tout le temps d'amalgame, de pas faire d'amalgame, puis je sais que un peu tout relativiser, ça devient un peu de l'enculage de mouche, mais quand même, il faut le faire. De dire les immigrants, il faut comprendre qu'il y a plusieurs types d'immigrants. C'est-à-dire, tu ne considéreras pas un immigrant qui est arrivé ici à l'âge de 5 ans, qui parle un français un peu cassé, je veux dire un français peut-être un peu appauvri ou avec un léger accent, même appauvri, c'est même pas le cas de le dire, avec un léger accent. Puis il y a l'immigrant qui est arrivé ici, par exemple, à 40 ans, mettons un Coréen ou un Indien, il faudrait qu'il apprenne une langue qui n'a aucun lien avec sa langue maternelle. Oui, là, il doit apprendre, qu'il doit apprendre un autre système, une autre langue, puis tout, ça devient difficile, le baragouine. Il y a une différence entre ces gens-là. Le jeune, par exemple, qui arrive ici à l'âge de 5 ans, parce que moi, j'en ai connu un jeune Indien qui est venu jusqu'à sa Rive-Nord, parce qu'il y en a vraiment pas gros, beaucoup d'Haïtiens, beaucoup de Maghrébins, mais pas d'Indiens. Le seul que j'ai connu parlait québécois, carrément. Son père, lui, avait de la misère avec le français, puis il parlait surtout anglais. Mais le jeune, il s'est adapté. C'est normal. Oui, il y a différentes sortes. De classe, ça, non. Mais gars, je vais répondre à votre affaire. Là. Mon idée, elle vient de la vingtaine d'années que j'ai passé au centre-ville de Montréal. Là. Sur le plateau Hochelag, centre-ville. Fait qu'écoute, c'est ça, là. Je peux juste te dire que pour eux, si ça serait pas genre de l'espèce de twist, on dirait que c'est pour les pure laine only, là. Ça serait non, mais en fait, tous ceux qui viennent en région, ils se rendent compte que c'est pas ça. C'est un peu. Je veux dire. Peut-être. Non, mais je suis d'accord qu'il y a une différence. Il y a une différence entre ceux qui sont en région et ceux de Montréal. Ça se peut. Ben oui. Moi, regarde, écoute, j'ai connu. Ça se peut, mais c'est parce qu'à Montréal. C'est comme la ligne entre Montréal et la région, OK? J'ai connu l'époque où il y avait comme 6 immigrants dans l'école, puis carrément juste 6 immigrants sur 800 élèves qui étaient amis avec tout le monde. Dire le mot nègre, c'était un tabou total. Il n'y a jamais eu aucun problème. Ils n'ont jamais eu peut-être écœuré, ils étaient acceptés comme n'importe qui. Écoute, j'ai connu cette époque-là, puis au fil des années, il y a eu, je te dirais, peut-être 10 fois plus de nouveaux arrivants, d'immigrants qui sont déménagés sur la Couronne Nord, dans cette région-là précisément. Là, on est passé de 6 immigrants dans l'école à 60. Ben, il n'y a pas eu plus de problèmes. Il y a eu une légère friction au départ, parce qu'il y avait 2-3 éléments qui étaient vraiment perturbateurs dans toute cette gang-là. Et quand ces gens-là sont partis, ça s'est stabilisé, tout va pour le mieux dans la région. Puis, tu sais quoi, les Blancs et les Noirs arrivent à être amis. Tu vas au parc, tu vois des Blancs et des Noirs jouer au basket ensemble, tu vois des Noirs chiller avec les Blancs au skatepark. Il y en a comme pas vraiment de problème. Une fois parce que tu me parles des caribous, mais moi je vais te parler des immigrants parce que moi j'ai connu la vision du caribou qui tombe avec des Québécois, là, quasiment exclusivement juste des Blancs francophones. Puis là, t'as un paquet d'immigrants qui débarquent, ben je sais que ça peut se faire de façon très pacifique. Puis une fois que les gens se sont parlé, ils arrivent à s'entendre, ils arrivent à se rendre compte qu'ils ont des points communs, qu'ils arrivent à chiller ensemble, qui aiment les mêmes musiques, qui parlent à peu près la même langue, qui ont juste à s'habituer à leur accent, à leurs expressions. Puis les deux, écoute, on rit souvent des Québécois qui adoptent des expressions haïtiennes, mais moi j'en ai entendu souvent en tabarnak des Haïtiens dire tabarnak de calice parce qu'ils se sont fait mal.
avec leur accent, puis ça, c'est merveilleux. Ouais. Mais tu sais, pour arrêter à un moment donné de mettre les immigrants dans une case, les Québécois dans une autre, il y en a partout des immigrants, il y en a de toutes les sortes, il y en a qui sont contents d'être au Québec, il y en a qui haïssent les Québécois. Est-ce qu'on les nourrit avec la haine du Québécois ou bien l'espèce de xénophobie inversée de dire, en fait, je sais pas comment on appellerait ça, là, mais c'est la haine de l'autre, là, si on pourrait dire ça de même. La xénophobie, c'est la haine de l'étranger. Ben, je sais pas comment on pourrait appeler la haine de l'autre, mais autre, H-O, accent circonflexe T-E, ben, c'est un peu là-dedans qu'on est, parce que là, à un moment donné, ça devient ridicule. C'est comme si ici, c'était très difficile de vivre au Québec parce que t'as les Québécois d'un bord puis t'as les immigrants de l'autre, ce qui est tout à fait faux. Ouais, attends un peu, là, wow, là. Non, mais. C'est pas ça qui est dit explicitement, mais c'est un peu ce qui est sous-entendu comme si le caribou, pour employer son terme. Ouais, mais là, on n'est plus dans sur la question du PQ. Mais non, mais c'est un peu ça, là, LG quand même. Là. Ouais, ben écoute, en tout cas, pour ce qui est du PQ, je pense que c'est le côté. Moi, je me souviens, en tout cas, à Montréal, dans les années 90, tous mes amis dans l'ouest de la ville. Les autres, c'est l'espèce d'insistance identitaire franco, là, loi 101. Puis là, dans ce temps-là, il y avait une bataille pour les commissions scolaires aussi, en tout cas les écoles. Où tu dis, dans l'ouest ou dans l'est? Dans l'ouest de Montréal, c'est ça que je te dis. OK. Il y a pas bien du monde, il y a des raisons genre. historiques qui ont poussé. Ouais, mais se placer dans la posture, c'est du nationalisme sur la base de la langue, puis tout en tout cas. Je pense pas que. Mais t'es pas étranger au conflit qu'il y avait dans ces régions-là de Montréal, hein? Je pense que t'es aussi conscient que moi de ce qui s'y passait pendant une certaine époque. Ouais, je sais pas. C'est théâtre de quand même plusieurs grosses bagarres, plusieurs conflits ethniques entre les Anglos à l'ouest et les Franco à l'est, là. Je pense que t'es pas étranger à ça. Fait qu'évidemment qu'il y avait une certaine confrontation sur la base ethnique entre les Franco et les Anglos. Je pense que c'est pas. Ouais, mais non, mais tout ça pour dire que ça vient. Il y avait peur du PQ pour eux, c'est quasiment. C'est ça. C'est comme le radotage des pages comme I Hate Pauline Marois, pour eux, genre, ils finissent par y croire, là, tu sais, ils pensent comme ouais, mais là, faut pas non plus des nations. Évidemment qu'eux se sentent menacés, on ne pourra pas broyer sur pas menacés, non, mais c'est même pas ça, c'est plus dans le sens que jamais qu'ils vont voter pour nous autres, ou, tu sais, juste, ils pensent que c'est le parti des Blancs racistes, là, pas nécessairement qu'ils se sentent menacés, mais c'est juste comme, wark, là. Mais les Blancs racistes, là, à l'ouest de Montréal, tu parles surtout des Anglos, on va s'entendre. Ben, les Anglos et l'immigration, man. Tu sais, les NDG. Ben, l'immigration, je te dirais qu'elle a plus tendance à sortir de là de nos jours, là. Elle n'est plus vraiment là, dans l'ouest de Montréal, là. Ben, écoute, je sais pas, toi, c'est vrai que t'es un peu plus vieux que moi, t'as 10 ans de plus que moi, à peu près, fait que t'as connu autre chose, là. C'était quoi l'immigration de l'ouest de Montréal, principalement? Ben, les Italiens, les Portugais, genre? Côte-des-Neiges, là, il y a de tout, là. Les Libanais aussi. Ouais. Dans ton époque. Côte-des-Neiges, c'est beaucoup des Jamaïcains, des Haïtiens, de tout, là. Des Blacks. Côte-d'Haïtiens, je dirais, c'est majoritairement des Arabes. Des Arabes, ouais. Un peu de tous. C'est vrai que ça fait 10 ans, mais en même temps, ben, plus que 10 ans, mais en même temps, c'est direct les années référendaires. C'est 95, genre. C'est ça. Je peux te le dire comment que c'était perçu, man. Pis c'est ça. C'était perçu de même. Ça serait le fun qu'on sorte un peu de cette ligne-là, identité, puis qu'on y aille plus vers l'intérêt d'être indépendant puis autonome dans ce qu'on fait. Là. Mais c'est parce que être indépendant pour être indépendant, je veux dire, il faut à un moment donné. C'est parce que c'est ça que j'essaie. Moi, je le comprends parfaitement pourquoi j'ai envie d'être indépendant, parce que moi, écoute, les Anglais ne sont pas des Québécois, à mon avis, ça c'est mon avis tout à fait personnel. Je veux être indépendant parce que je ne me reconnais pas dans l'autre bord. Ça, c'est mon avis, OK? Tu peux vouloir être indépendant d'un point de vue administratif, de vouloir avoir ton pays absolument. Écoute, évoque les raisons que tu veux. Je vais quand même sûrement être d'accord avec toi. Mais j'ai un parti pris. Essaye de convaincre quelqu'un qui, de un, n'est pas politisé, puis de deux, est un nouvel arrivant en plus, donc qui est à peu près étranger à tout ce qu'on a vécu avant, puis qui a bien vécu. Moi, ben, c'est sûrement pas c'est sûrement pas avec une ceinture fléchée, même. C'est pas avec une ceinture fléchée certain qu'on va
les intéresser. Avec une ceinture fléchée, mais c'est pas parce que tu as une ceinture fléchée que tu rejettes les Non, c'est même pas que tu les rejettes, c'est que tu t'adresses clairement pas à eux, man. C'est juste qu'ils se sentent pas concernés. C'est que le monde qui sont pas nés avec une ceinture fléchée se sentiront pas concernés. C'est plus ça. Là. Tellement de choses avec lesquelles tu peux convaincre ces gens-là que la ceinture fléchée. C'est ça. C'est ça le problème. Je suis bien d'accord. Mais c'est ça, l'affaire, c'est qu'il faut pas mettre de côté la ceinture fléchée pour faire plaisir à Ben, c'est pas juste pour eux, c'est les nouvelles générations, là, d'après moi, là, je pense pas qu'ils vont triper ben ceinture fléchée puis Gilles Vigneault, là. Je pense qu'ils sont ailleurs, on même. n'en sait rien, honnêtement. Ce qui va arriver dans l'avenir, c'est complètement hypothétique. On peut pas commencer à faire des prédictions comme ça, parce que ça peut être complètement Quand même, on en voit autour de nous, des gens. Notre passé, ça fait depuis la Révolution tranquille qu'on fait ça, de mettre une croix sur tout. C'est encore c'est de ça. Mais à un moment donné, arrête, là, c'est depuis la Révolution tranquille que le nationalisme a repris un peu de pep, aussi. D'abord, les caricatures que tu fais par rapport au nationalisme, s'il y a bien une chose qu'on peut s'entendre, c'est que le mouvement indépendantiste devrait arrêter d'avoir des fixations sur le sauvage de meubles et se concentrer sur son idéal, c'est pas l'indépendance. Puis il devrait centrer son discours sur ça. Oui, mais c'est pas l'indépendance. C'est ce que tu dis, LG? Ben. Le discours soit centré sur l'indépendance? Ouais. Ben, l'autonomie, moi, j'ai parlé d'autonomie, là. Whatever, en tout cas, mais c'est centrer le discours et d'arrêter de vouloir tout le temps aller chercher les sujets de sauveur de meubles, là. Parler des chartes, parler de l'identité. Ouais, ben c'est ça. C'est des trucs qui sont intéressants à amener, mais le sujet principal, c'est de vouloir s'émanciper. Ouais. C'est pas juste c'est pas simplement de dire on veut devenir indépendant parce que on est différent. Ça, il y a personne qui va nous convaincre du contraire. Il y a personne par exemple de l'Ouest qui vont pouvoir te dire mais moi le parti de l'Ouest, je veux dire comme parti conservateur qui va dire élisez-moi, moi je sais comment je vous comprends, je veux bien vous défendre. Ben non. Il n'y a pas mieux que les Québécois eux-mêmes pour se comprendre et pouvoir dire on se défend par rapport à notre identité, tout ça. Ça, c'est comme c'est comme acquis, ça, ces choses-là. Le monde comprenne déjà. Ouais, ben c'est voilà pourquoi il faudrait arrêter de présenter ça comme une défense à des méchants Anglais ou des méchants immigrants. Là. Les méchants immigrants, les méchants Anglais, c'est tellement que tu utilises, je les vois pas dans les discours politiques. Moi, je les vois sur Facebook. Ouais. Puis encore une fois, tu te bases sur Facebook. J'espère que Martine Ouellette n'apprendra pas le mic pour dire ça. Pas juste Facebook, là. Pourquoi tu dis du sport? Mais c'est le discours populaire. C'est un discours impopulaire parmi les rangs de ce monde-là, c'est ça que j'ai dit. C'est quelque chose que moi, j'entends régulièrement aussi, là. Ouais. Parce que oui, tu as l'aspect officiel, parce que tu as l'aspect aussi une chance, des rangs, puis de ce que le monde dit à l'intérieur des rangs. Puis ça, c'est pas écrit là, sur le site du programme du PQ. Là. Fait que c'est ça drôle que de résumer la mentalité des en fait, ce que je vois du PQ puis de ses communications, c'est ce que tout le monde voit, c'est à travers les médias. Là. Fait que ce que les médias me crachent, ils sont pas très dans... On parle pas des Facebookiens libérales qui ont aussi leur discours qui sont extrêmement sectaires. Ben oui, mais c'est parce qu'en ce moment, le sujet de la conversation, c'est pas les libéraux. LG apprécie beaucoup aller baser ses sources sur ce que les péquistes de Facebook vont dire, puis après ça dire, tu checkes les mouvements indépendantistes, c'est exactement ça. Le discours populaire, c'est le discours populaire. Parce que la fouette ne dirait jamais ces choses-là, puis j'espère qu'elle va lire ça. Ben, c'est vrai qu'il y a une dichotomie entre ce que la base va dire et ce qui est dit dans l'exécutif. Non, mais c'est vrai qu'il y a une dichotomie entre les deux, entre ce que la base et l'exécutif va dire. Ça, on va s'entendre, mais je vais dire, je dis la base, une partie de la base, puis il faut vraiment être prudent par rapport à ça. Parce que là, on a tendance à trop souvent, comme LG le fait, associer cette petite base-là au mouvement entier, ce qui nuit au mouvement au complet. Parce que ça la réconforte dans ses certitudes. Ça convainc qu'il est dans la bonne voie. Non, du monde qui défend. Je dirais que cette branche-là, genre de souverainiste qui est aveuglée, là,
Ça a commencé avec la défense d'école du Gros Jacques, là. Puis depuis ce temps-là, genre, ils veulent pas voir... c'est ça. Oui, avec ça encore. Je pense que dans la gang qui discute présentement, celui qui n'est pas revenu, c'est toi, c'est pas nous autres, là. Ben oui, vous êtes encore, tu sais, vous voulez pas, genre... Ben, non, peut-être que vous voulez. Parce qu'on essaie de faire la distinction entre les tatas qui vont dire des gars xénophobes qui font aussi partie du mouvement que les gens lettrés qui sont capables de développer des idées, qui sont capables d'aller de l'avant, qui sont capables de démontrer de l'ouverture. Ben, il faudrait entendre... C'est sûr que mais toi, je sais que tu as une tendance à fixer sur vraiment ce qui te tape ses nerfs, puis tu regardes ça, puis mais c'est que tu oublies vraiment ce qu'il y a autour. Ouais. Je suis encore à convaincre que je pense que CLJ a peut-être des épaules par rapport à ça. Hein? Il faut encore me laisser à convaincre parce que je suis pas encore convaincu. Je suis assez sceptique à savoir si CLJ est si politisé que ça ou bien il y a beaucoup de refus gastriques par rapport à ce que Jacques a dit. Je pense qu'on a trouvé un champion du monde ici qui va nous défendre, le Gros Jacques. Fait que vas-y, mon gars, man. On va avoir du fun. Let's go. Le Gros Jacques avait raison parce que... Et voilà. Jacques Parizeau à soir, c'est là déjà je savais que ça l'avait trigué, man. Je le filais, man. Je me disais... Ouais, non, mais parce que c'est que tu as une fixation sur Jacques, mais personne n'en parle présentement. On essaie tous de penser à autre chose, mais toi, tu ramènes ça. Encore une fois, là, messieurs, par contre, là, j'arrête ça, puisque c'est clairement en train de virer un bâchage anti-LJ. Je pense que c'est clairement pas ça. Non. Justement. Mais ses idées, puis vous semblez très clairement. Vous semblez. Attends, je ne sais pas t'es qui, mais 2 minutes, là. Et vous semblez très clairement nier le fait qu'il y a encore énormément de monde dans les rangs. Ouais, et qu'il y a ces séparatistes en général qui supportent activement Parizeau. C'est là que tu vas entendre le monde ressortir, là, c'est la faute des immigrants. Je pense que ça part de là, même le radotage sur l'identité. Totalement, parce que vous ne savez pas ça, mais c'est une réalité. Il y a encore énormément de monde séparatiste, surtout des gens quarantaine, cinquantaine qui se souviennent de 95, qui l'ont encore eu très gros sur le cœur, puis qui supportent 100% des propos que ce que Parizeau a dit. Mais c'est parce que ça l'ouvre la voie. Attends. Mais là, je me fais accuser de quelque chose. La majorité du monde qu'il y a autour de moi, c'est tous des séparatistes mi-quarantaine, cinquantaine, qui ont connu cette époque-là. C'est un discours que j'entends très régulièrement. Là. Quand LJ parle de ça, moi, je te confirme que c'est vrai. Là. OK, je vais t'expliquer ce que j'ai expliqué tantôt, je vais le répéter. Premièrement, là, Parizeau, la seule gaffe de Parizeau, c'est d'avoir lâché cette bombe-là, d'avoir collé le camp, d'avoir abandonné le navire. On va s'entendre là-dessus, c'est une gaffe majeure. Mais est-ce que Parizeau avait tort? Est-ce que de dire... Parce que là, LG, lui, son discours, lui, il reproche à Parizeau d'avoir ça, alors que 40% et plus de caribous, comme il dit, qui ont voté non. Mais oui, caribous, ça, mais ce qu'on appelle ça... Attends, veux-tu laisser finir? Ça, on appelle ça la démocratie. On va s'entendre là-dessus. Mais le problème, là où le bas blesse, c'est quand Ottawa triche, puis naturalise des dizaines de milliers d'immigrants pour pousser les votes. Là-dessus, la lutte était serrée. Il y a eu énormément d'argent injecté dans la campagne référendaire. Il y a eu énormément de propagande. Il y a eu bien d'amagouilles. Puis le fait que Parizeau a dit 2 choses, l'argent et le vote ethnique. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Le Parizeau a dit l'argent et le vote ethnique. OK, ça a été maladroit, puis il aurait dû rester, il aurait dû confirmer son point, de dire oui, c'est vrai qu'Ottawa a triché, oui, Ottawa a injecté des dizaines de milliers d'immigrants au Québec, ils ont naturalisé pour pousser les votes référendaires, puis vraiment nuire à l'indépendance, puis il aurait maintenu son point, puis il aurait explicité ça de cette façon-là, ça aurait été merveilleux, parce que c'est exactement ce qui est arrivé. Pour arrêter, oui, les vieux, là, ils disent encore cette affaire-là, puis ils ont raison de le dire, parce que c'est vrai. Il y a eu de la triche. Il y a eu de la triche. C'est ouais, mais la proportion de vote, c'est rien, man. Je sais que ça vous sert de truc pour le mouvement indépendantiste et traiter les gens d'épais, mais c'est pas des épais parce que ça a été démontré qu'il y a eu une lutte contre l'indépendance et que ça a été un des points pour nuire à l'indépendance du Québec. Écoute, moi, ça me dérange pas. Tu peux dire ce que tu veux, mais ça, puis-moi le contraire de ça. Ça déresponsabilise totalement l'entièreté de la campagne absolument nulle à chier que Parizeau a faite.
Surtout, on déresponsabilise les 40% esti qui ont voté contre nous autres, man. C'est pas les fédéralistes qui ont gagné le référendum, là, c'est les séparatistes qui l'ont perdu. Bon. Cette campagne-là était ridicule. Il est allé magasiner des votes dans une partie de la population qui votait déjà massivement pour lui. Il a volontairement aliéné toutes les races, tous les non-blancs francophones, puis ensuite il s'étonne qu'il perd. De dire l'argent du vote ethnique, c'est une des raisons, puis de blâmer uniquement cet aspect-là, ça s'appelle de la déresponsabilisation, c'est parce que vous êtes incapable de voir les erreurs que vous avez faites. Ils veulent pas condamner Parizeau. Parizeau, c'est un demi-dieu, faut pas y toucher. Juste initialement, tu disais la seule erreur. Voyons. Tellement tu disais la seule erreur que Parizeau a fait, c'était ça. C'est totalement fou, là. Non, mais sérieux, non, mais oh, attends un peu, là. Il nous a fait progresser, genre, le premier référendum de René, on était comme, genre, à quoi? Ben oui, il a passé proche, il a fait le gros mail, il est capable d'aller chercher. Non, c'est sûr qu'on s'entend que. Il aurait pu y aller, là, tu sais, quand tu considères justement que il est passé proche. Le fédéral a donné la citoyenneté à plein d'immigrants, pourquoi qu'il l'a pas fait? Il aurait pu le faire, il voulait juste pas le faire. Il avait déjà fixé la date. En fait, là où le bas blessait au sein de sa stratégie, là, c'est qu'il y en avait qui voulaient reporter le vote parce qu'ils ne le sentaient pas à ce moment-là. Il y avait des gens au sein même de son parti qui avaient tout fait pour essayer d'empêcher le vote référendaire ou de le reporter au moins. Puis lui, il avait dit non, j'ai décidé que ça allait être cette date-là, puis ça va être ça. Il y a eu une crise au sein de son parti, puis c'est là que Lucien Bouchard est intervenu. Il est revenu de sa maladie, puis il a réussi à remonter le moral des troupes. Écoute, il a fait certaines erreurs, Parizeau, mais ces erreurs, ça aurait été d'être intransigeant d'avoir dit c'est moi le chef du mouvement indépendantiste, puis j'ai décidé que le vote allait être cette date-là, puis ça va être cette date-là. Honnêtement, moi, je pense que il fait des reproches en l'air, mais lui, il a vraiment décidé que ça allait être ça. Puis écoute, à un moment donné, il était à 1 an du vote référendaire, puis il y a eu, durant cette année-là, des dizaines de milliers de naturalisations qui ont aidé le chose du vote devancé, rien que c'est une gosse, ça marche. Pourquoi Parizeau a pu faire la même affaire? Il aurait très facilement pu dire le lendemain matin là, que le Québec est un pays, là, chaque personne qui habite ici, qui est ici, devient un citoyen québécois. Il aurait pu le faire. Ben écoute, là, on peut s'attarder sur à peu près chaque détail. Parizeau est allé en France recevoir l'absolution du président français pour se faire dire oui, on va vous reconnaître. Il y a Bill Clinton qui était mitigé sur la question. Il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non. Il y avait des appuis, il a joué sa stratégie. Ça va chercher de l'appui chez le monde qui vote déjà pour toi. Tu prends. Ben non, pas forcément. C'est pas forcément ça, c'est pas vrai ça. Les États-Unis puis la France, là tu vas chercher des gens, même la France. La plus grosse partie de la population qu'il fallait qu'il aille chercher, c'était des immigrants. Puis il a échoué totalement à faire ça. Non, mais en fait, là, tu fais un anachronisme parce que la réalité de l'immigration de 95 n'est pas la même qu'en 2018. Là, tu mélanges les cartes, là. C'est pas vrai que c'est l'appui de l'immigration. L'immigration est devenue importante après 95. Avant ça, elle a toujours été. Ce qu'on allait voir, il y avait du 30% de la population qui était immigrante dans le temps. On allait le voir pour sûr. Oui, mais au Québec, là, il n'y a pas dit qu'il n'y a pas eu toujours en 1870, il y avait 25% de la population de Québec qui était immigrante. Je veux dire, ça a été une constante. Là, ça n'a aucun assis de rapport. Là. Je veux dire, on peut sortir des chiffres d'immigration. En 95, il y avait une grosse partie de la population qui avait besoin d'être convertie, d'être charmée par le mouvement séparatiste. Mais attends. 30% de la population était immigrante en 95, mais tu sors ce d'où, man? On était à 19% de non-québécois francophones au Québec en ce moment. Voyons donc. Ah, mais peut-être avec les anglophones, les allophones. Puis 11% des migrants en 2018, on n'en a jamais reçu autant que ça, là. La population a passé en 95 à 5 ou 6%. C'est bien pour ça que je t'ai dit que c'était une poignée de votes là, comparé au. Le 40%, c'est du monde en tabarnak. Oui. C'est bien plus de monde que la poignée d'immigrants. C'est quasiment juste des francophones. Mais ça, je l'admets. Mais l'affaire, c'est ce que vous nuancez pas et vous vous permettez de lancer des roches inutilement. C'est quand quelqu'un dit écoute, il y a eu de la magouille. Puis les dizaines de milliers de votes, eux, ont influencé, parce que c'est par ça qu'on a perdu. Déjà que le vote était serré, la propagande la jouait fort, puis ce qui est tout à fait légitime pendant des élections. Mais non, là, c'est pas légitime de pointer juste aussi c'est pas juste ça qu'on pointe, mais c'est ça que tu veux pointer. Là.
Non, mais c'est parce que à partir de la défense de tout ça, on dirait que ça a ouvert la voie à une espèce de nationalisme, genre l'ennemi c'est plus les Anglais, c'est les immigrants depuis ce temps-là, on dirait des fois, man. C'est vraiment gossant, man. Non, Puis je pense surtout que ça nous a pas aidé tant que ça. Puis je pense que ça va encore moins intéresser les prochaines générations. Parce que les autres sont multi toutes les autres. Là. On a genre un peu à soir. Ouais. On a genre un peu à soir les avenues possibles. Il n'y a pas grand-chose. Mais c'est comme par exemple Phil qui s'est déconnecté, qui est juste plus là. Lui, il disait que, écoute, pour faire l'indépendance, un peu ton discours, pour faire l'indépendance, moi je suis pas vraiment convaincu. Pourtant, je suis un indépendantiste pur et dur. Ben, en fait, je suis pro-québécois, pro-canadien français, pro-français, tout ça. Fait que, tu sais, moi, c'est ça, ça m'intéresse pas par l'indépendance, je veux dire, plus de viande. C'est inintéressant, là, même pour moi. Fait que, j'ai une parenthèse, Charles, là, puis je l'ai devant moi, là. Entre 94 et 95, tu avais 13,2% de la population qui était migrante. 13,2% de la population qui était là, des gens qui votent énormément. 13,2% de la population qui était là, puis de juste un seul parti qui est allé courtiser, puis qui ont facilement courtisé parce que personne d'autre ne regardait, tout le monde se crissait d'eux. Je suis sûr que tout le monde s'aurait facilement pu aller chercher. On a essayé un peu. Non, mais on a essayé un peu, effectivement. On a essayé un peu. J'ai vu un documentaire là-dessus l'autre fois, là. Puis il y avait une haïtienne d'une association, genre, je sais plus quoi, là, puis elle disait que avant le référendum, oui, là, il avait été en contact avec le camp souverainiste, là, puis tout, là, puis tu sais, mais qu'après, quand elle a vu, genre, le discours de défaite, elle a comme fait « Ah, tabarnak », puis en tout cas, c'est ça. Ben, tu sais, il y a cet aspect-là, puis aussi, si tu parles à beaucoup d'immigrants, t'as beaucoup de monde qui considère que le référendum, c'est juste... Ça les regarde juste pas. Là. Ça, c'est un yeux fléché, comme on parlait plus tôt. Non, c'est ça, puis sérieux. Ben, c'est ça, puis pas juste les immigrants, la gauche, là, la nouvelle gauche, puis la gauche, man. Ben oui, puis pas juste les immigrants, la gauche aussi. Mme Gazal, là, qui se présente dans Mercier, là, pour QS, tu sais, elle-même, puis ça, j'ai entendu souvent ce genre de choses-là, il y en a qui ça a traumatisé, mais il y a quand même beaucoup d'immigrants à qui ça a permis de bien s'intégrer au Québec, de s'intégrer de façon accélérée, la loi 101 puis tout. Fait qu'on peut pas dire qu'on s'est toujours collissé les immigrants, parce qu'on a tout fait pour essayer de les intégrer, Je parlais très spécifiquement de la campagne. OK. La campagne de 95, non, mais là, écoute, cette campagne-là, comme j'ai dit, c'est un 13% de la population même qui a été totalement ignorée. Mais je pense que c'est un gros raccourci de dire qu'on s'est collissé d'eux autres en 95. Là. Je pense pas qu'on se soit collissé les immigrants en 95, au contraire. Les boys... Parizeau focusait son speech sur les Québécois blancs francophones. Ça, c'est indéniable. Les boys, on est rendu sur d'autres sujets. Je pense qu'on pourrait se garder pour les prochaines fois. On a déjà 1h30, on a quasiment 1h30 de TP, fait que... Je pense qu'on peut... on peut... on se reprendra sur... Ouais. Éventuellement, sur un autre sujet, par rapport à la politique ou par rapport à d'autres choses, ça serait quand même très intéressant. Merci à tout le monde. Ça dépend de l'Énergie. Ben, n'importe quel gars, comme là, on l'a fait sur le risque live tantôt de s'enregistrer quelque chose, là, ça l'a donné pour tout le monde. Puis là, c'est bien, il y a quand même quelques personnes de présentes, certaines écoutent, d'autres participent. Ouais, merci à tout le monde qui a participé. Tantôt, je vous ai Oh. mangé, puis il y avait plein de bruit. C'est qui Séparatiste, c'est Philippe Lavoie. Bébé Bonus, c'est Marc-André Gagnon. Ouais, Bébé Bonus, ça je le sais, mais Philippe Lavoie. C'est le gars de l'aile jeunesse du blog, genre, je sais pas quoi. Là. Je sais pas quoi. On a un gars de l'aile jeunesse du blog dans le groupe de FA. Ben oui. Ah bon? Il est sur Discord politique, puis Discord politique, puis ici. Ça fait plusieurs fois qu'on jase, depuis moi. Ouais, c'est ça. C'est une bonne chose de l'avoir à soir, même si il y a eu quelques petites flamèches avec moi, là, mais bon. Parce que quand il y a des super sur le blog, c'est parce que LG a voulu parler du vote ethnique, que là, on a eu le du vote ethnique, là. Ben, j'ai voulu parler du vote ethnique. Ça à des affaires que personne parle sauf toi, là. Non, parce que vous êtes encore... On à autre chose, puis là, on se fait toujours ramener ça.
Non, mais lâchez le discours identitaire. D'abord, arrêtez de vouloir vendre une souveraineté ici pour les purlaines. Puis, Ben là, de un, dire arrêtez, on parle à toi d'une chose précise. Là, toi, c'est hypothétique, on t'a pas lâché sur un truc profondément identitaire de dire les musulmans n'ont pas d'affaires ici. Fait que tu vas arrêter de lâcher tes trucs là-dessus, puis on va être pas mal mieux en partant. Ouais, c'est ça. C'est moi qui fais vivre les médias sociaux là-dessus. Là. C'est à cause de moi, si la Madame Josée dans son char en radote. C'est à cause de moi si les soldats d'Odin mêlent leur drapeau. Tu sais, là, le groupe super démarche qui se prétend des bombes puis qui chialent toujours contre l'islam, mais tu vas toujours lire leur reste de commentaires sur Facebook, puis tu nous ramènes ça comme si c'était la vérité infuse de tout le monde. Non, je vous fais remarquer que la droite identitaire... Je te fais remarquer que la droite identitaire vient cautionner ce que nos ennemis disent sur nous autres. Puis, bonne soirée, guys. Hey, LG, c'est super parce que c'est enregistré, fait que tu vas pouvoir réécouter le truc puis voir que ça commence avec toi. C'est ma faute. C'est LG qui commence avec ça. C'est ma faute, je suis méchant. Bonne soirée, Philippe. Merci, David, d'avoir participé. Merci, Philippe aussi. Et on se reprend bientôt. C'est bon, hein, salut. Ciao.